Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information dans le cadre justement du travail abattu par la rédaction de FM Télévision. Parlons à présent du sommet USA-Afrique qui a vécu ce mercredi à Washington aux États-Unis d'Amérique. Cette rencontre a débouché sur la signature d'un protocole d'accord entre le pays de l'Oncle Sam et l'Alliance RDC-Zambie sur une chaîne de valeur des matières premières dans la production des batteries pour des voitures électriques. On en parle avec Ruth Dinanzi. Ce sommet a réuni les dirigeants américains, dont le président Joe Biden et son secrétaire d'État Anthony Blinken, ainsi que les dirigeants africains, particulièrement ceux de la RDC et de la Zambie, représentés par leurs chefs d'État et quelques membres des gouvernements. Séance tenante, les participants ont conclu à la signature d'un protocole d'accord entre les secrétaires d'État américains Anthony Blinken, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC Christophe Lutundula et le ministre zambien des Affaires étrangères Stanley Kakubo. Le dit protocole d'accord retrace les modalités de la création au sud-est de la RDC et au nord de la Zambie d'une industrie de transformation des matières premières pour la production des batteries des voitures électriques. Les USA ont promis d'apporter leur technologie, mais aussi les investisseurs américains en République démocratique du Congo et en Zambie. Ce sommet a en outre évalué la situation sécuritaire dégradante dans l'est de la RDC. Les USA ont réitéré leur position de demander au Rwanda de cesser de soutenir le M23. Pour sa part, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a sollicité de la part des USA une pression accrue sur le Rwanda en vue de la cessation urgente des hostilités dans l'Est. En sécurité dans la ville de Béni, l'armée a mis la main sur deux assaillants des assassins d'un agent de l'ANR, lâchement abattu fin octobre dernier. Il s'agit des miliciens appartenant au groupe armé Maï Maï de la fraction Banabate Seka. Ils sont auteurs de plusieurs exactions dans la chefferie de Bachou au territoire de Béni. Le point, c'est avec le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, Anthony Mouadouchaï. C'est passé hier, c'était dans les après-midi, lors des opérations de recherche et de démantèlement, parce que nous avons déjà eu les renseignements sur ces deux assassins de nos agents de l'ANR. Mais Dieu merci, c'était aux alentours des 13h que ces assassins en sont tombés entre les mains de nos services et nous les avons arrêtés. Pour l'instant, ils sont en route vers la ville de Béni pour être exploités. Mais je vous assure que ces assassins sont les enfants d'humiliés qui connaissaient mieux la résidence de notre agent de renseignement et ils sont passés aux aveux. Ils sont encore membres actifs du groupe Maï Maï Banabate Seka. Malheureusement, ce groupe qui a été créé pour non seulement s'attaquer aux forces de l'ordre, mais aussi s'attaquer à la population. Vous le savez, les rebelles des ADF fouillant la puissance de feu de la coalition FARDC-UPDF ont trouvé refuge en Ouganda dans le district de Ntororo. Dans la nuit du 11 au 12 décembre, l'armée ougandaise a mis la main sur 8 combattants ADF. Nous sommes en ligne sur ce avec Andy Kambale, journaliste en Ituri. Bonsoir Andy, parmi ces combattants, 4 sont de nationalité congolaise et ce sont des mineurs. Bonsoir Patrick. Oui, effectivement, 4 de ces combattants ADF qui ont été faits prisonniers par l'armée ougandaise sont des nationalités congolaises. Et l'armée ougandaise a, dès les premières heures de ce mercredi 14 décembre, a publié une vidéo de ces combattants qui étaient en train de décliner leur nom. Et on reconnaît facilement les Swahili parlés dans la province de l'Ituri et mais aussi dans la province voisine du Nord Kivu. D'après les déclarations de ces combattants, ils sont âgés tous de moins de 18 ans
Ils sont donc mineurs. Mais la principale question qu'on se pose, c'est de savoir comment ces enfants ont pu se joindre à ces mouvements terroristes. Ont-ils été faits prisonniers d'abord pour être endoctrinés et s'engager dans ces mouvements terroristes, ou sont-ils des enfants qui, par le goût de l'aventure, ont rejoint ces mouvements terroristes? Est-ce que vraiment sont des combattants, des ADF? Toutes les questions restent posées. Andy, je me fais quand même le devoir de rappeler que ces faits interviennent dans un contexte d'intensification des combats contre ces djihadistes par les armées ougandaises et congolaises, notamment dans l'Ituri et dans le Nord Kivu. Déjà, on se rappelle qu'entre les samedis et les dimanches derniers, un grand bastion des ADF situé dans la localité de Béou, près de Boga, dans la province de l'Ituri, a été détruit. Et d'après les décomptes faits par l'armée congolaise, une trentaine de combattants ADF ont été neutralisés et beaucoup de matériel saisi. C'est donc suite à cette puissance de feu de FARDC et de leurs alliés ougandais que ces combattants ont traversé la rivière Semuliki pour se retrouver en sol ougandais. Pour parer à toute éventualité, l'armée congolaise dans la région de Béni, notamment dans le secteur de Rwenzori, a déjà pris des dispositions pour renforcer ses positions, comme l'a dit le capitaine Anthony Mwalushaï, qui est porte-parole de l'armée là-bas, pour éviter que ces combattants ennemis puissent se replier vers les territoires congolais. Merci beaucoup Andy Kambale pour tous ces détails. Je rappelle que vous êtes journaliste depuis l'Ituri et vous êtes chef de desk sécurité de votre média Actu7.cd. C'est d'ailleurs à ce titre que nous avons échangé avec vous. Bonne soirée à vous Andy. Autre chose à présent, 141 personnes ont péri dans les dégâts d'après la pluie de mardi. C'est le bilan établi par le gouvernement qui a tenu une réunion de crise hier soir à Kinshasa, rencontre à laquelle a pris part le président de la République par visioconférence depuis Washington aux USA, où il se trouve. Félix Tshisekedi a instruit que soit décrété 3 jours de deuil national qui est entré en vigueur depuis ce matin. Ania Koulé. La décision a été annoncée par le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, après une réunion d'évaluation de la situation dramatique qui a frappé la capitale congolaise. Par ailleurs, le gouvernement a donné des instructions fermes au gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, sur des sites qui abritent des constructions anarchiques. À partir de demain, le Congo est en deuil. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, prendre un acte pour que nous puissions être en conformité avec la loi. Fermer, et ça c'est une fois de plus, les sites qui posent des problèmes à ce jour. Le ministre de l'Intérieur qui affirme que les gouvernements prendront en charge le deuil ajoute aussi que les travaux de reconstruction de la route nationale numéro 1 sont en cours. Et le gouvernement sera pris en charge, effectivement. Le deuil sera pris en charge par le gouvernement de la République. Les travaux sont en train de se faire. Et ça va se dérouler entre 4 et 5 jours. Les techniciens nous ont affirmé qu'il ferait tout pour qu'un petit passage pour les piétons soit déjà dessiné. Et donc, pour le reste des petits camions, et ainsi de suite, dans les 4 jours. Vu cette réalité qui a frappé la capitale congolaise, le chef de l'État Félix Tshisekedi a également décidé d'écourter son séjour aux États-Unis et de rentrer à Kinshasa ce jeudi 15 décembre, sauf imprévu, après sa rencontre avec le président américain Joe Biden. Et des catastrophes après les pluies sont de plus en plus récurrentes à Kinshasa. Quelles en sont les vraies causes et quels remèdes y apporter? Nous avons posé la question à Frédéric Kabouahali, ingénieur topographe et chef de division urbaine de cadastre. C'est avec le moyen technique de Florent Kita. Les gens doivent comprendre maintenant que tout terrain n'est pas constructible. Et quand les gens comprendront ça, je pense
il faut qu'on rentre dans le système de lotissement réglementé. Cité Maman Boutou, Cité Verte, Cité Salongo, Motel Fikine. Quand vous trouvez là, vous trouvez que tout est harmonisé. Mais quand vous arrivez à la cité ici, c'est du n'importe quoi. Chacun, dès qu'il a attrapé 10 000, 20 000, non, la première chose, c'est d'augmenter le nombre de locataires dans ma parcelle. Alors, quand vous augmentez le nombre, d'abord, il y a le problème de courant, il y a le problème d'eau, il y a le problème d'où jeter ces eaux de ruissellement, puisque chaque niveau connecté, tous ces facteurs-là, il faut qu'aujourd'hui Kinshasa est inondé, puisque chaque bourgmestre, que ce soit au niveau du cadastre, nous, on connaît le nombre de parcelles enregistrées. Mais le bourgmestre devait avoir le nombre de parcelles dans sa commune. Mais si vous demandez au bourgmestre, il ne sait pas. Chez nous, cadastre, aussi au moins l'évolution des numéros que nous octroyons, les parcelles cadastrées. Mais les chefs de quartier, est-ce qu'il sait le nombre de parcelles qu'ils gèrent? Non. C'est autant de questions qu'il faudra qu'on y raisonne, assemble, pour qu'on ait un plan d'assemble. Parce que là où on devait peut-être jeter les... Comment on appelle ça? Récolter les eaux. On ne sait pas où les faire. Même quand il faut faire les égouts, souvent c'est bloqué à un système où les gens construisent même là où le caniveau devait passer. C'est pourquoi nous avons des inondations. La RDC doit être dotée d'un projet de loi de finances efficace pour l'exercice 2023. Le président du Sénat se bat bec et ongle pour atteindre cet objectif. Modeste Bahati travaille d'arrache-pied pour pousser la commission ECOFIN de la Chambre haute du Parlement à produire un travail de qualité avant la fin de cette session essentiellement budgétaire. Fifi Kalumboui. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, tient mordicus à ce que toutes les matières inscrites dans les calendriers de la session ordinaire de septembre soient épuisées avant la clôture de la dite session. Voilà pourquoi il a entamé une série de visites dans les différentes commissions permanentes de la Chambre haute du Parlement afin de suivre de près les travaux et pousser les sénateurs membres des dites commissions à plus de célérité. C'est dans ce cadre que le speaker du Sénat a commencé sa ronde le lundi 12 septembre à la commission ECOFIN qui examine en toute urgence le projet de loi des finances 2023 déjà voté par l'Assemblée nationale. Le président Bahati Lukwebo, qui est également membre à part entière de la commission économique, financière et bonne gouvernance, a eu des échanges fructueux avec ses collègues tout en leur demandant de mettre des boucles doubles afin de doter les pays du budget exercice 2023 dans le délai requis. Des propositions claires et pertinentes ont été données par les speakers du Sénat pour qu'au plus tard jeudi 15 septembre, cette importante loi budgétaire soit votée et envoyée au président de la République Félix Tshisekedi pour sa promulgation. Nous devons nécessairement épuiser la matière. D'abord la loi de finances, il y a eu la loi de reddition des comptes, il y a la loi sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme. Il y a la loi sur les établissements de crédit. Toutes ces matières sont traitées au niveau de l'ECOFIN. Mais je fais le tour des autres commissions parce qu'il y a beaucoup d'autres matières. Nous avons également des lois qui doivent passer en commission paritaire, notamment sur la taxe sur la promotion de l'industrie et tant d'autres matières. Et puis notre rapport de gestion, le rapport financier du Sénat. Donc vous comprenez que tout ça, nous devons le faire en 3 jours. C'est pour cette raison que je suis venu bousculer mes collègues qui travaillent dans les différentes commissions pour que le 15, en tout cas, au plus tard à minuit, nous puissions clôturer notre session après avoir accompli notre devoir. Pour rappel, c'est depuis le 15 septembre dernier, lors de la rentrée parlementaire, que le projet de loi des finances a été déposé par le gouvernement Samadou Kondé à l'Assemblée nationale, puis examiné et voté par cette dernière qui l'a à son tour envoyé pour seconde lecture au Sénat. La Chambre haute n'aura donc que 15 jours pour examiner les textes en seconde lecture et les voter avant la fin de la session en cours, dont la clôture interviendra jeudi 15 septembre 2022. Et
puis la clôture de la session parlementaire de septembre, c'est dans quelques heures et le Sénat refuse d'encaisser des arriérés législatives. Ce mercredi, le Sénat, les sénateurs ont voté 9 lois au total, entre autres celles portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Rich Dinanzei nous explique. C'est un véritable marathon qu'on observe au Sénat à quelques heures de la clôture de la session parlementaire de septembre. Au total, 9 lois ont été votées après la présentation par les commissions respectives des rapports après leur examen. Il s'agit entre autres du projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la proposition de loi portant lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Du haut du perchoir, le président du Sénat a en outre déploré de nombreux décès enregistrés à Kinshasa suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue ce mardi dans la capitale. L'honorable Modeste Bahati a appelé l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des victimes de cette catastrophe naturelle. Je voudrais vous inviter à observer une minute de silence en mémoire des compatriotes qui, une fois de plus, viennent de perdre la vie à Mongafula suite à l'éboulement qui s'est produit après Matadi Kibala, suite aux pluies diluviennes, mais aussi suite à l'incivisme, parce que nous ne le dirons jamais assez, nous devons bien nous comporter, nous devons éduquer la population pour éviter de boucher les voies d'évacuation des eaux. Il faut noter que c'est ce jeudi 15 décembre que la session de septembre sera clôturée au Sénat. Cette clôture sera procédée par le vote du projet de loi des finances, exercice 2023, examiné en urgence à la Chambre haute. Fumer est préjudiciable à la santé et c'est inadmissible de permettre que l'on fume à l'air libre, ce qui expose de nombreuses personnes à des maladies que cela implique. Un député national a déposé une proposition de loi à la Chambre basse du Parlement pour limiter l'espace où il faut fumer. Le député Edouard Kiové-Kola revient sur les motivations de sa démarche. À l'heure qu'il est, je crois que c'est une proposition qui voudrait simplement limiter dans l'espace là où les fumeurs peuvent fumer. Parce qu'il vous souviendra que dans notre constitution, vous le savez tous, que le droit à la santé est garanti. Il vous souviendra également que nous devons vivre dans un environnement sain. Alors, lorsque tout le monde fait ce qu'il veut, nous ne pouvons pas aboutir à ce qui est prévu par la Constitution. C'est pour cette raison que, au jour d'aujourd'hui, il fallait que nous ayons une loi qui limite dans l'espace les endroits où on peut se mettre en train de fumer. C'est pour cette raison que nous avons créé pour pouvoir initier une proposition de loi qui va juste permettre aux fumeurs de fumer, c'est leur liberté, mais en accordant à autrui aussi leur liberté lorsque eux-mêmes se portent volontaires de ne pas fumer et vous l'imposez de fumer, je crois que c'est inadmissible. Moïse Katumbi a été, selon ses dires, refusé de se rendre à l'étranger avec son jet privé. Ce mercredi, le président du tout-puissant Mazembe juge inadmissible que sa demande soit rejetée alors qu'il se rendait dans une réunion importante au Qatar en tant que membre de la CAF et de la FIFA. Igor Sombo. Le président national du parti politique Ensemble pour la République affirme que certains Congolais veulent s'approprier le pays et condamne ces comportements. Je ne savais pas que le Congo appartient à seulement quelques individus. J'ai demandé l'autorisation de survol. Ça fait déjà plus ou moins maintenant une semaine. Et le patron de service de renseignement a décidé de ne pas donner l'autorisation. Je ne sais pas si peut-être ils ont acheté ce pays et combien on doit rembourser pour que les gens soient autorisés. C'est vraiment très triste, les histoires que nous avions combattues, ça recommençait encore.
Par ailleurs, Moïse Katumbi Chapwe dit entendre avoir des explications sur ce qu'il doit payer pour éviter ce genre de problème dans les tout prochains jours. Il précise que son avion a été par contre autorisé de survoler en Zambie. Invité par la FIFA et CAF en tant que membre, Moïse Katumbi est sorti de la RDC par la frontière de Mokambo au sud-est du Haut-Katanga pour se rendre en Zambie afin de prendre son vol pour les Qatar où se joue la Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de parler sport. Du sport à présent avec le championnat national, le derby quinois de ce mercredi a tourné en faveur du dernier club Motema Pembe, vainqueur devant le FC Renaissance du Congo sur l'annonce de 2-0. Dans l'autre match du jour, le tout-puissant Mazembe s'est incliné face à l'AC Rangers sur le score d'1-0 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le championnat national se poursuit donc demain avec un autre choc qui oppose l'ASV Club et le Saint-Éloi Le Popo dans le cadre de la 8e journée de cette compétition. Lionel Ngolo. Le club Lupopo, c'est le choc de ce jeudi 15 décembre au stade des Martyrs de la Pentecôte à l'occasion de la 10e journée du championnat national. Le vert et noir de la capitale cherche a priori la conservation de son fauteuil de leader après sa victoire obtenue le dimanche dernier devant le tout-puissant Mazembe. Quant à son adversaire du jour, le Chebuno de Lubumbashi, qui clôture actuellement le podium, tenteront évidemment de réduire son retard sur Maniema Union, placé en 2e position du classement. Répondant à la traditionnelle conférence d'avant-match, les deux entraîneurs ont clairement démontré l'importance de gagner ces matchs. C'est un match comme tous les autres. Il n'y a pas de différence, je n'en vois pas moi, parce que au finish, je crois que c'est un match à 3 points. Alors c'est ça le plus important surtout. Et nous, on se concentre sur les points que plutôt sur le sujet. C'est-à-dire, nous faisons table rase de la considération du rôle que tient l'un ou l'autre dans ce championnat. Ce qui nous intéresse, c'est nous, par rapport à nos devoirs, nous par rapport au rôle que nous devons jouer et surtout par rapport au match de demain. Et encore. Donc c'est un match très important puisque le Popo est une équipe sérieuse, une équipe qui veut aussi le titre. Donc c'est un prétendant sérieux, on donne tout le respect qu'il faut. Et on sait que demain c'est un match vraiment difficile pour les deux équipes. Deux clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF livreront une bataille dans le cadre des objectifs domestiques. Le coq va chanter Cocorico et le lion va rugir à Al Bayt Stadium à Doha au Qatar. La France et le Maroc jouent le match du destin ce soir à 20h juste. Les joueurs entrent d'ailleurs déjà sur le terrain pour la demi-finale de la Coupe du Monde alors que les Bleus sont en quête d'un doublé et que le Maroc veut écrire une nouvelle ligne dans son histoire. Qui pour affronter l'Argentine en finale? Bonsoir Lionel Ngolo. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. La réponse à cette question, c'est dans quelques minutes. En quelques minutes sur FM Télévision. En tout cas, on sera là avec des invités pour débriefer à la pause cette très belle affiche entre le Maroc et la France. Moi, je tenterai de répondre à votre question. Déjà, c'est à la compétition, le Maroc comme premier pays à franchir, premier pays africain à franchir justement l'étape de demi-finale. C'est déjà une histoire qui est en train d'être écrite par le Maroc, qui évidemment vont représenter, faire le bonheur du continent africain. Mais c'est quand même difficile de prédire à l'avance qui va gagner, qui va affronter l'Argentine, vu le jeu des deux équipes, la France qui s'est maintenue jusqu'à cet instant, le Maroc aussi qui n'a pas visiblement encaissé de but depuis le début de la compétition. Exactement, quand on revient un peu en arrière, toujours dans cette 22e édition de la Coupe du Monde, on va voir que les deux équipes ont eu un parcours en tout cas élogieux dans cette compétition. Voilà pourquoi on a du mal à donner nos pronostics par rapport à ces matchs. Il y a des qualités de part et d'autre. Le Maroc, sur son chemin, a éliminé des grandes nations de football. Le Maroc a réussi en phase de groupe à battre la Belgique, qui était placée avant le début de cette compétition en tête comme meilleur pays voilà, dans le classement FIFA. Mais après, le Maroc a réussi à éliminer sur son chemin l'Espagne. Donc ça veut dire que ça sera jouable tout à l'heure, même si on doit noter des qualités collectives et individuelles côté français.
quand vous avez Mbappé quand même sur la ligne d'attaque, c'est-à-dire ça c'est vraiment une vraie menace pour la formation marocaine, mais tout reste possible puisque c'est le sport, c'est le football, Patrick. D'accord, alors avant que je ne clôture justement ce journal, je te laisse annoncer justement la rencontre de tout à l'heure, hein, donc justement avant que je... C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, les 22 acteurs montent déjà sur la pelouse pour les premières 45 minutes. Nous on revient certainement faute de temps à la pause pour vous débriefer ce qui sera la première mi-temps et puis on reviendra jusqu'à la fin. Surtout déjà nous sommes à quelques jours de la clôture de cette Coupe du Monde. Dès dimanche nous y serons pour en tout cas clôturer cette très belle fête du football mondial, Patrick. Voilà, on va s'envoler pour les 45 prochaines minutes à Doha et puis on vous retrouvera justement à la pause. Vous qui avez suivi cette édition d'information, merci à tous. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.